Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Zoom, ce panel, justement. Nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir ce matin, encore une fois, et nous avons l'heureux privilège ce matin d'avancer justement vers la fin de ce programme de formation dans le cadre de PIC Démocratie, qui est Passerelle Initiative Communautaire pour Démocratie en créole, qui est un programme conçu et mis en œuvre par le groupe ECO Haïti avec le support de l'International Republican Institute, IRI, et le National Endowment for Democracy, NED, dans le but de promouvoir d'abord le respect et l'engagement chez les jeunes du département du Nord et du Nord-Est à l'égard des principes essentiels de la démocratie et de la gouvernance locale. Évidemment, ce projet est assez intéressant et important par rapport au contexte actuel. En plus, quand nous connaissons vraiment ce que connaît Haïti, ce que traverse Haïti, il est fortement important pour nous autres en tant qu'acteurs, en tant que jeunes impliqués dans cette dynamique de changement, de voir comment on peut proposer à cette jeunesse une alternative, de proposer à cette jeunesse un accompagnement capable de permettre aux jeunes, surtout aux jeunes impliqués dans les initiatives communautaires, de comprendre la nécessité de mieux s'organiser pour proposer ensemble des éléments de solution par rapport aux problèmes communs que confrontent les jeunes dans leur communauté. Donc, ce programme PIC Démocratie, évidemment, est soutenu par IRI et NED et obtient une collaboration à l'endier technique de la Bibliothécom, de Loop Haïti et de Bange. Donc, il est important de faire connaître aux jeunes que depuis 1986, vraiment, depuis la chute de la dictature, il y a vraiment une nouvelle ère démocratique qui s'annonce, que l'on vit, que l'on traverse. Certains disent qu'on est constamment dans une transition démocratique, d'autres disent vraiment, est-ce qu'on peut parler de la démocratie si l'on considère tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit? Donc, les décideurs politiques d'un côté, les jeunes de l'autre, la société civile, donc le secteur privé, la diaspora. Donc, on est vraiment dans une situation qui nécessite ou bien qui nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes pour comprendre en profondeur ce que nous vivons afin de résoudre le problème réel auquel nous faisons face. Donc, ce matin, c'est vrai que depuis la semaine dernière, on a discuté avec les jeunes sur pas mal de sujets concernant la démocratie, la citoyenneté, concernant les processus civils et politiques, politique publique, gouvernance locale, leadership, gestion de projets communautaires. Mais ce matin, vraiment, et depuis la conception même du projet, on avait jugé important de concevoir un panel qui va traiter le sujet de la gestion de l'information documentaire au regard de la gouvernance locale, au regard du développement local, pour que les jeunes dans les 9 communes cibles du projet PIC Démocratie en question, à savoir Perche, Balimbé, Milou, Pignon, Pilate, Port-Magot, Sainte-Suzanne et Vallière. 9 communes, pour la plupart, les jeunes vraiment ont beaucoup de difficultés à affronter, à adresser avec intelligence leurs problèmes en question. Donc, on avait jugé nécessaire d'avoir ce panel avec des spécialistes du domaine pour discuter avec les jeunes sur vraiment la gestion de l'information documentaire et la gouvernance locale et le développement local. Donc, comment vraiment on peut appréhender ce sujet? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous dire de quoi il en est. Quelle va être vraiment les réflexions et la réflexion des panélistes sur ce sujet, sur les infrastructures que nous connaissons qui jouent un rôle déterminant dans la diffusion de l'information, dans l'édification de la société, comment vraiment on peut imaginer une société pour que les citoyens puissent jouir pleinement, correctement de certains droits, comment l'information documentaire peut jouer un rôle édifiant dans la façon dont les jeunes peuvent avoir suffisamment de bagages pour adresser l'avenir. Donc, ce programme PIC Démocratie ne se résume pas en un ensemble de formations et qui s'arrête là et qui va s'arrêter là. Il va
permettre aussi aux jeunes d'avoir des outils, des bagages pour qu'ils puissent s'organiser en petits groupes afin de concevoir des projets en fonction des besoins, en fonction des problèmes identifiés dans leur communauté. Et après, à partir d'aujourd'hui, on va officiellement lancer l'appel à proposition. Ils auront le privilège ou la possibilité de soumettre leurs projets qui seront reçus et analysés par l'ensemble des membres qui constituent le jury issu du groupe ECHO, des partenaires qui supportent ce programme, afin que les meilleurs projets retenus, les 3 meilleurs projets retenus par commune, auront la possibilité de participer à un mini-forum qu'on va organiser au Cap-Haïtien sur la démocratie et la gouvernance locale. Et à l'issue de ce forum, ils auront la possibilité de présenter leur projet devant un jury qui va faire le choix du meilleur projet pour chacune de ces communes-là. Et ces projets gagnants bénéficieront d'un accompagnement technique et aussi financier pour vraiment exécuter leur projet, pour que les jeunes puissent exécuter leur projet. Donc, ce matin, j'ai avec moi vraiment le professeur Nixon Calixte, qui est de l'Université d'État d'Haïti, qui est vraiment un ami. On a eu la possibilité de collaborer ensemble sur des projets et particulièrement, je me souviens, en 2017 et 2018, les premières assises nationales des bibliothèques qui ont eu lieu en Haïti. Et Nixon Calixte était vraiment un supporteur de ce projet qui nous a permis de réaliser une série de conférences satellites en région et aussi la conférence nationale à Port-au-Prince. J'ai aussi avec moi Antonin Benoît Diouf, un ami, un grand frère. On s'est rencontrés en 2014 à Lyon, en France. Ensuite, on s'est revus en 2015 et depuis, nous sommes restés en contact. Il est vraiment un spécialiste du management de l'information. Évidemment, il a plusieurs chapeaux, mais je ne suis vraiment pas mieux placé pour dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que ce panel vraiment est là. Il va donner la possibilité à chacun des intervenants de se présenter dans un premier temps, de dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et puis le sujet sur lequel il va aborder, il va discuter avec nous quelques instants. Et à partir de là, on pourra recueillir les questions chez les participants qui nous suivent ici-là. Donc, nous avons Antonin Benoît Diouf, vraiment ce bibliothécaire documentaliste spécialiste du management de l'information, vraiment très engagé dans les réseaux socioprofessionnels internationaux. Nous avons Nixon Calixte, professeur vraiment à l'Université d'État d'Haïti et vraiment responsable du service commun de la documentation au niveau de l'UEH, qui va nous entretenir un petit peu. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Antonin, bonjour Nixon, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, nous allons recevoir Antonin qui va ouvertement se présenter et enchaîner avec sa présentation. Ensuite, on va recevoir Nixon Calixte qui lui aussi va aborder un sujet assez intéressant dans le cadre de ce thème-là que nous traitons ce matin. Après, on va ouvrir pour les échanges avec les participants. Et puis, en fin de compte, on va conclure et l'intégralité de la formation sera disponible sur YouTube et qu'on va partager avec les participants dans les groupes WhatsApp des 9 communes avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de ce programme. Bonjour Antonin, j'espère que tu vas bien et j'espère aussi que l'on va passer un agréable moment. Bonjour Jimmy, bonjour tout le monde, bonjour Haïti, bonjour Nixon. C'est un plaisir d'être là et d'échanger avec des frères parce qu'on est des frères. On est à 6000 km les uns des autres, mais on est sur la même latitude. Je ne sais pas si vous regardez au planisphère, vous voyez le Sénégal là où il est situé, Haïti. Donc on est dans la même latitude, la zone intertropicale, un peu au-dessus de l'équateur. Donc, pour dire qu'il n'y a que la mer qu'on ne sépare, mais voilà. Ceci étant dit, moi, je suis donc africain du Sénégal. Donc, j'ai une 50aine d'années.
dont 30 vraiment professionnellement ancrés dans le secteur des bibliothèques. J'ai commencé à travailler très tôt. Et donc, cette trentaine d'années m'a fait découvrir un métier passionnant, donc qui vraiment, s'il est pris en charge de la manière la meilleure qui soit, et dans tous les environnements, peut être une source d'empouvoirment. J'ai utilisé le terme empouvoirment, donc dérivé du terme empowerment en anglais, et qui est utilisé par les francophones canadiens. Donc, empouvoirment, je pense que c'est un mot qui est assez puissant, donc pour décrire ce que peut être une information documentaire bien collectée, bien traitée, bien diffusée et bien conservée. Et je pense que c'est le bas qui blesse la plupart du temps dans nos environnements, que ce soit haïtiens, africains en général, où ce n'est pas une dimension qui est prise dans la mesure ou dans la fabrique du développement. Et c'est sur cela que je vais essayer de discuter aujourd'hui. Donc, j'ai un background professionnel d'abord en tant que bibliothécaire académique, donc pendant 20 ans, dans une université au nord du pays, du Sénégal, donc l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et la chance aidant ou le destin aidant, j'ai pu avoir une autre stature de bibliothécaire international dans une agence des Nations Unies à Dakar. Donc, je suis là-bas jusqu'à présent. Et donc, dans le cadre de mes activités bibliothéconomiques, voilà, j'ai eu à réfléchir sur un tas de choses donc, concernant le métier et surtout ses applications pratiques. Parce que moi, je suis toujours dans cette optique de prendre la théorie, donc de bien l'analyser, d'essayer de voir comment la pratiquer pour qu'elle soit la plus utile possible donc, aux communautés à qui elle est desservie, elle est destinée. Et donc, tout cela pour camper un peu ce que je vais dire. Je pense que le partage des slides peut être fait. Avec votre permission, est-ce que je peux couper ma vidéo pour des soucis de connectivité, pour garantir la connectivité à ce niveau? Il n'y a pas de souci. Donc, j'attends la présentation pour commencer à entrer dans le vif du sujet. Super. Encore une fois, c'est un plaisir, franchement, d'être associé à ce panel-là. Merci, c'est un plaisir aussi de recevoir Antonin. Donc, voilà, tu n'as pas idée à quel point ça me fait énormément de plaisir de partager un panel avec toi, de pouvoir modérer un panel comme ça aussi important et d'avoir la participation de Nixon Calix et d'Antonin Benoît Diouf. Franchement, donc, j'imagine, vous n'imaginez pas à quel point je suis extrêmement heureux. Donc, John Sterling va à l'instant diffuser et partager le slide pour que Antonin puisse commencer sa présentation. Du verso. John Sterling. OK, parfait. D'accord, merci. Merci, John. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai repris l'intitulé tel qu'il a été présenté dans les TDR qui ont été envoyés, donc l'information documentaire pour le développement de la gouvernance locale. Donc, je n'ai pas voulu trop changer l'intitulé parce que, voilà, le sujet tel qu'il est posé, en fait, englobe vraiment large spectre d'échanges qui peuvent être débattus à ce niveau. Et donc, on va rester sur ça et on va voir comment l'angle d'attaque qu'on a utilisé pour partager le minimum de connaissances qu'on a à ce niveau. Espérant surtout qu'il suscite des échanges parce que ça, c'est le but de pareil format d'échange, de partage de connaissances. Next slide, please.
Donc, pour traiter du sujet, là, j'ai mis un petit plan. Donc l'introduction du présentateur, je pense que je ne vais pas y revenir. On va un peu parler des concepts d'information documentaire, de gouvernance locale, quelles sont les interactions entre les deux concepts. Et sachant que c'est des concepts qui mettent en action ou en interaction aussi des catégories de personnes. Donc, on verra pour chaque catégorie de personnes quels sont en fait quels sont les éléments qui entrent en jeu dans leur participation à un management de l'information au niveau de la gouvernance locale. Ensuite, on proposera un patchwork d'outils et de méthodologies qui peuvent être mis en place, donc que ce soit du point de vue du professionnel de l'information documentaire, que celui du citoyen administré et celui du citoyen administrateur. Donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles on reviendra en détail. Et en fin de compte, j'ai prévu un petit slide pour demander à l'assistance quels sont les principaux points qu'ils ont retenus, sachant que ces principaux points qu'ils ont retenus seront collectés dans une démarche d'intelligence collective où les gens partageront les mots-clés qu'ils ont appris ou retenus donc, de la présentation et qui viendront ensuite enrichir cette présentation-là. Donc, voilà la démarche sur laquelle je veux que cette présentation soit faite. Diapo suivante. Donc, voilà, pour revenir un peu en bref sur ma personne, donc je l'ai dit, je suis au Sénégal. J'ai un site perso, donc qui est un blog professionnel que j'anime depuis 2008. Donc, je pense que si les gens veulent savoir ce que je partage à ce niveau, il suffit juste de cliquer sur le lien bon, qui est en bas. J'ai mis la présentation à disposition de l'assistance. J'espère qu'elle sera transmise en l'état, donc avec le format PowerPoint, pour que les liens actifs là puissent être activés par les personnes qui voudront accéder aux ressources que j'ai partagées dessus. N'est-ce pas, Jimmy? Donc, de quoi parlons-nous? Quand on parle d'information documentaire, la définition que j'ai essayé de construire à partir de cela, donc c'est celle que vous voyez à gauche. Donc, c'est une information qui a franchi le seuil de l'événement. Donc, ce n'est pas une information comme le journaliste le présente, mais c'est une information qu'on peut qualifier de froide parce qu'au-delà du scoop ou du fait divers ou bien d'une information à caractère économique, social, politique et autres, l'information documentaire, en fait, c'est une information qui est traitée en aval, donc qui est réceptionnée, qui est préservée si celui qui est chargé de gérer cette information-là trouve qu'elle est utile pour l'action. Je pense que c'est très important d'insister sur l'utilité pour l'action. C'est là où l'information, en fait, passe du statut d'information à connaissance. Donc, la connaissance, le savoir, c'est en quelque sorte le synonyme parfait pour décrire ce que c'est qu'une information documentaire. Et cette information documentaire, on la retrouve dans des entités ou des structures. Donc, ce sont les bibliothèques, les services d'archives, les centres de documentation, les musées, les médiathèques. Et le sigle que je propose ici et qui est le plus souvent utilisé, c'est services d'information documentaire pour englober toutes ces particularités institutionnelles donc, qui sont chargées de gérer en fait l'information documentaire. Donc, dans la présentation, dès que vous voyez le sigle SID, donc sachez que c'est service d'information documentaire, donc qui englobe les bibliothèques, les archives, etc. Donc là, en termes d'interactivité, j'aurais demandé à l'assistance s'ils sont familiers avec ce concept, mais bon, peut-être qu'ils le feront dans le chat, je ne sais pas, mais c'est une question qui leur est posée parce que c'est très important de recueillir quelque part voilà, le degré d'appropriation de certains concepts pour pouvoir véhiculer le message qu'on veut de la manière la plus efficiente possible, donc en tenant compte du background des uns et des autres. Diapo suivante, la gouvernance locale, bon, c'est une conduite de la destinée d'un groupe social, donc dans un espace géographique bien déterminé. Donc ici, on parle du nord et du nord-est, si je ne me trompe, d'Haïti. Donc c'est important de préciser cela, et parce que les réalités qui
dans ce contexte géographique-là sont forcément différentes d'autres réalités qui sont dans d'autres contextes géographiques, même si on est dans le même pays. Donc, la culture étant la chose la mieux partagée au monde, chaque culture a ses propres spécificités. Et pour traiter d'un problème donc, concernant une entité géographique, il faut prendre en compte donc, ces réalités locales-là. Donc, là, le terme de gouvernance locale trouve son sens à ce niveau. Et on dit que c'est un espace géographique donc, qui est délimité, donc, avec une portée administrative ou juridique. Donc, ce n'est pas des choses qui sont créées artificiellement, comment dirais-je. C'est vrai que la localité ou la communauté locale ou la collectivité territoriale peut être géographiquement circonscrite, hein, c'est-à-dire naturellement. Mais ici, on parle vraiment d'entités administratives qui ont été scellées par la loi. Donc, qui disent que voilà, les communautés dont on parle, voilà les limites géographiques, voilà les statuts juridiques. Est-ce que c'est des communes, est-ce que c'est des départements, est-ce que c'est des provinces? Ça dépend aussi de la structuration administrative d'un pays. Je ne sais pas trop comment ça se passe à Haïti, mais je pense que les gens comprennent un peu ce que je veux dire à ce niveau-là. Et que la gouvernance à ce niveau est surtout une gouvernance représentative, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont élus, donc des citoyens qui sont élus parmi un corps donc, de citoyens qui leur ont délégué un certain nombre de prérogatives pour conduire leur destinée, donc qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle, etc. Et donc, là aussi, pour faire une précision sur les entités qui sont concernées, donc c'est des communautés rurales. Chez nous, par exemple, au Sénégal, c'est des communautés rurales, des communautés urbaines, des départements et ce qu'on appelle des arrondissements, donc à la tête desquels les gens qui sont là-bas sont élus, sauf au niveau supérieur du gouvernorat, où le gouverneur est quelqu'un qui est nommé par le président de la République. Donc, diapo suivante. Donc, j'ai voulu partager à ce niveau cette citation, donc j'ai retrouvé sur Internet, qui est partagée par un citoyen lambda, hein, lambda entre guillemets, parce que en fait, ça ne vient pas d'un auteur connu ou bien qui fait référence universellement, parce que dans la plupart du temps, quand on fait des citations, on choisit des personnes qui sont connues, célèbres et tout. Mais c'est un citoyen guinéen, donc la République de Guinée, elle est frontalière du Sénégal, elle est au sud du Sénégal. Et je pense que la citation qu'elle a partagée résume très bien ce de quoi il s'agit ici. Parce que quand on parle de citoyen, donc il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administrateur, l'administré, et parmi les administrés, le professionnel de l'information documentaire. Et donc, si chacun d'eux, dans le contexte de notre présentation, met la main à la pâte donc, pour contribuer donc, au développement de son pays, je pense que nos pays, Haïti, les pays d'Afrique et tout, donc, seraient peut-être à un niveau plus appréciable que ce qu'il en est actuellement. Next, please. Donc, de quoi s'agit-il? De l'information documentaire, donc, par lequel il y a des interactions entre trois acteurs. Donc, ceux qui sont en haut, là, ceux de la gouvernance, donc les élus. Ceux qui sont en bas, donc les populations, les communautés, donc les administrés. Et au milieu, donc le service d'information documentaire, ou ceux qui sont chargés de cette profession-là ou de cette activité-là au niveau de la localité. Et pour chacun des trois groupes, donc un certain nombre d'actions donc, qui leur sont confiées. Vous verrez que pour gouvernance et population, donc on a vu que concernant l'information documentaire, c'est des consommateurs, donc c'est des producteurs, mais aussi c'est des utilisateurs. Alors qu'au milieu, donc le professionnel de l'information documentaire se charge maintenant d'être une courroie de transmission entre ces deux entités-là, en faisant une activité de collecte, de tri, de traitement. Quand je parle de traitement, c'est le traitement documentaire. Parce que l'information, elle est souvent brute, c'est-à-dire c'est une information qui est tellement massive actuellement. On parle de données massives, on parle d'infobésité, donc qu'il faut forcément que quelqu'un se charge d'extirper donc tout le bruit. Donc, quand on parle de bruit dans le langage documentaire,
c'est toutes les informations ou tous les éléments en fait, qui n'apportent aucune plus-value à l'information qu'on veut partager. Et ça, c'est une prérogative qui est donnée aux spécialistes de sciences de l'information documentaire, de pouvoir faire ce traitement-là et de pouvoir diffuser une information qui est vraiment utile, ciblée, donc profilée, aussi bien aux gouvernants qu'aux gouvernés. Donc, dans ces icônes qui sont partagées, vous verrez qu'on a essayé de mettre en place des icônes qui identifient les éléments d'action de chaque catégorie de groupe qui est partagé ici. Donc, en haut, vous verrez qu'il y a des marteaux pour les délibérations, il y a la concertation, il y a l'idéation collective, donc, où les élus, en fait, se retrouvent entre eux, donc, pour décider de la conduite à tenir. Donc, décider, élaborer des documents officiels, donc, qui feront valeur de documents légaux, de référence, donc, pour les administrés. Les administrés, c'est toutes les couches sociales de la population, les vieux, les handicapés, les enfants, les familles, les scolarisés, les travailleurs, etc. Et au niveau du service d'information documentaire, donc, vous voyez un scanner, donc, des classeurs de rangement, une loupe, donc, une imprimante, donc, tout le travail de traitement, donc, qui permet de formater l'information pour que celle-ci soit aussi bien diffusée aux gens qui sont en haut qu'aux gens qui sont en bas. Diapo suivante. Donc, toujours dans le même ordre d'idée, avec un schéma plus explicatif. Donc, toujours le service d'information documentaire comme service de médiation et de référence, donc, qui aide à la coproduction de mémoire et de savoir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, qui aussi favorise la participation citoyenne et qui permet aussi une gouvernance concertée et codécisionnelle entre les élus et les administrés. Donc, ce rôle d'intermédiation et de référence est une identité qui doit être reconnue à chaque service d'information documentaire dans une collectivité locale. On viendra dans les détails pour voir comment cela se manifeste. Donc, c'est l'objet des diapos suivantes. Suivant. Donc, en termes de mots-clés, donc, dans une communauté où il faut mettre en place un service d'information documentaire. Donc, il s'agira de collecter, de classifier, donc traiter, de conserver et de communiquer. Mais que faut-il collecter, en fait? Donc, on sait que toute communauté, en fait, est faite de citoyens qui sont engagés dans des activités. Donc, ils peuvent être des étudiants, ils peuvent être des professeurs, voilà, des catégories socio-professionnelles qui ont une activité économique, une activité sociale, une activité culturelle. Et la plupart de ces gens-là produisent des documents. Et ces documents-là constituent la mémoire locale. Et cette mémoire locale-là, elle est extrêmement importante pour des administrateurs parce qu'elle leur permet de savoir, en fait, qu'est-ce qui est produit par les personnels locaux, qu'est-ce qui est produit par les citoyens locaux dans tous les domaines qui intéressent la collectivité. Et partant de là, cette identification des éléments produits permet aux administrateurs, s'ils doivent mettre en place des politiques de développement, de savoir où puiser. Où puiser. Par exemple, on prend l'exemple des thèses et des mémoires. L'idée ici est que chaque communauté locale ou chaque collectivité territoriale, que la gouvernance locale à ce niveau favorise la production de documents de recherche, de documents d'études qui sont centrés sur les réalités de la localité. Et ce n'est pas difficile à faire. Il suffit juste de voir quels sont les secteurs d'activité les plus rentables, ou bien les plus courants, ou bien les plus généraux au niveau local, et identifier dans chaque secteur, que ce soit dans le domaine des sciences sociales, des sciences économiques, des sciences juridiques, ce que ces étudiants-là peuvent amener comme contribution
donc au développement local. Donc, ils vont choisir des sujets qui sont centrés sur leur réalité locale et que les administrateurs puissent financer ces études-là par des bourses ou par autre chose. Donc, en fin de compte, partant de là, toute cette production locale-là sera un fonds, une collection patrimoniale locale qui est centrée sur les besoins de la localité. Donc, c'est ça, en fait, l'objet de la collecte à ce niveau. Et donc, ce qu'il faut collecter, comme je l'ai dit, c'est une documentation économique, littéraire, académique, administrative, législative, technique, sociale, politique, etc. Y compris par typologie. Est-ce que c'est des documents qui sont imprimés ou bien c'est même des documents oraux? Parce qu'on se rend compte aussi que dans nos communautés, il y a une forte encore part d'analphabétisme qui est là. Et ce n'est pas une frange de la population qui doit être mise de côté. Moi, depuis 10 ans, je me bats sur ce terrain-là pour que les savoirs locaux, les savoirs endogènes soient aussi mis dans le pipeline du développement. Parce que c'est des connaissances qui doivent être validées par nous-mêmes. Personne ne viendra les valider à notre place. Donc, par exemple, si on prend la pharmacopée traditionnelle dans le nord ou nord-est d'Haïti, je ne suis pas allé là-bas, mais je suis sûr qu'il y a cette pharmacopée-là et cette médecine traditionnelle-là qui peut être une alternative ou bien un complément d'une médecine générale, donc plus normalisée. Donc, est-ce qu'un administrateur local a le droit, par exemple, de mettre de côté la gestion de cette connaissance-là, de cette information-là, qui peut être utile à la population locale? Donc, c'est une idée c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres pour dire que un service d'information documentaire, c'est une nécessité dans une localité, mais il faut aussi qu'il y ait des mécanismes pour que ce service d'information documentaire-là puisse être un lieu idéal d'appropriation vraiment de la mémoire locale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et pour les autres usagers, à savoir donc les élus locaux et les communautés, donc la circulation de l'information, elle a des leitmotifs différents. Donc, autant les élus locaux ont besoin d'avoir une information donc, pour pouvoir bien sérier ou bien rationaliser leur action donc, en direction des populations, autant les populations aussi ont besoin de savoir ce qui est décidé à leur place. Je ne sais pas comment ça se passe à Haïti, mais l'idéal serait que, par exemple, s'il y a des délibérations dans une mairie, que cette délibération-là, au bout d'une semaine maximum, qu'elle puisse être accessible aux citoyens, parce qu'elle est faite en leur nom et pour eux. Donc, ça, c'est un levier qu'il faut déjà prendre en compte et essayer de l'imposer, entre guillemets, donc aux élus locaux. Et maintenant, quel est le rôle du spécialiste de l'information documentaire à ce niveau? C'est de se charger peut-être d'aller chercher cette information, de la collecter et de la traiter et de la conserver pour donc, une référence future, mais aussi de pouvoir la communiquer donc, aux ayants droit qui sont les citoyens locaux. Donc, c'est pourquoi donc, vous verrez ici une multitude de mots-clés pour chaque communauté. Donc, ce qui doit être à la base donc, de la revendication d'une circulation d'informations fluide entre gouvernants et gouvernés. Donc, il y a une mission de contrôle de la part des citoyens, c'est normal parce que c'est eux qui ont élu, ou bien les gens qui sont élus travaillent pour eux. De la même façon, les élus locaux doivent être open, doivent être ouverts, ils doivent rendre accessible tout ce qu'ils font. C'est un gage de transparence. Donc, cette transparence-là aussi crée de la confiance de l'autre côté. Et là, autour de ces deux idées-là, confiance et transparence, on crée un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux qui fait que celui qui est administré donc, a confiance à celui qui l'a administré et celui qui est administrateur est transparent, ne cache rien. Et comme courroie de transmission, comme force centrifuge, un spécialiste de l'information documentaire pour vraiment encadrer donc, ce flux d'informations-là. Next, please. Donc, une force centrifuge, donc un carrefour de la société locale, donc qui doit favoriser la circulation des idées,
l'émulation, les synergies, ainsi que la facilité, la fluidité des démarches techniques et administratives. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi dans nos communautés locales? Les citoyens ne sont pas toujours au fait des démarches administratives, de leurs droits et de leurs devoirs. Et donc, avoir un service d'information documentaire permet aussi de vulgariser toutes les méthodologies, toutes les démarches, toutes les réalités comment le dire, de la participation citoyenne, afin que le citoyen ne se sente pas voilà, exclu ou bien non concerné par des choses qui sont décidées à sa place. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une posture fondamentale qui doit être mise en avant. Donc, si on parle de citoyenneté, il faut que le service d'information documentaire puisse jouer son rôle à ce niveau-là. Et cela se fait selon un triptyque que je trouve incassable. Donc, partir de l'information ou de la connaissance pour empouvoirer, entre guillemets, donc, les ayants droit et ainsi favoriser le développement. Donc, là aussi, je vais donner un exemple très pratique d'un point de vue économique. Si, par exemple, un acteur local veut s'investir dans une activité économique qui concerne un secteur de sa collectivité, il a besoin forcément de documentation. La documentation, comme je l'ai dit, elle peut être orale, elle peut être imprimée, elle peut être voilà, électronique et tout. Cette documentation-là, en fait, lui permet de savoir si cette activité-là a déjà été menée. Oui, est-ce qu'elle a connu un succès? Non, est-ce qu'elle n'a pas connu de succès? Qu'est-ce qui a été à la base de ce succès-là? Qu'est-ce qui a été à la base donc, de cet échec? Et à partir de là, pouvoir lui-même fabriquer son propre parcours économique à ce niveau. Et je ne vois pas un lieu plus adéquat qu'un service d'information documentaire pour mettre à disposition donc, cette référence-là, cette mémoire économique locale. Donc, c'est là où se situe en fait le partage de mon triptyque-là, information, empouvoirment et développement. Donc, le développement, il ne se fait pas ex nihilo. Personne ne s'est développé en réinventant des roues. Les roues, elles sont toujours là, mais il faut les transformer. Et la transformation, elle passe toujours d'un acquis. Et l'acquis documentaire, à ce niveau, au niveau de nos populations, de nos communautés, elle doit être extrêmement gérée de manière efficiente et efficace pour qu'elle atteigne les ayants droit. Diapo suivant. Donc, en termes d'outils, hein, vraiment, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Mais en étant au XXIe siècle, il y a plein d'outils qui permettent à un service d'information documentaire d'être un tampon ou bien un médiateur entre administrateur et administré, ou bien qui permet à un administré de pouvoir lui-même, avec d'autres administrés, donc créer des conversations citoyennes, ou bien à des administrateurs de mettre en place des choses qui font que leur activité sera diffusée, vulgarisée et la transparence assurée à ce niveau. Et donc là, je suis pêle-mêle, j'ai partagé donc, comme typologie de méthodologie haute, donc des applications mobiles. L'une des applications mobiles les plus efficaces, je crois actuellement, tout le monde l'utilise, c'est WhatsApp. WhatsApp, qu'on soit, comment dirais-je, scolarisé, alphabétisé, non alphabétisé et tout. Du moment qu'on dispose d'un smartphone, on peut partager n'importe quel type de document dessus, bon, qu'ils soient des documents audio, des documents vocaux, des vidéos, des textes et autres. Je pense qu'un service d'information documentaire digne de son nom dans une localité doit pouvoir d'abord se baser sur ce type d'outil-là, d'intermédiation. Donc, des portails web aussi génériques. Donc, ces portails web ils permettent de donner des informations sur la localité, donc quels sont les secteurs clés de développement, quelles sont les réalités culturelles, économiques et sociales. Donc là, pour les bibliothèques numériques, j'ai partagé des portails documentaires comme le portail Bokeh, qui est un portail libre et gratuit. Donc, des logiciels documentaires qui peuvent être déployés dans le cloud, comme celui que j'ai montré ici, Waterbio. Donc, le déployer dans le cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre en place une bibliothèque, même si elle est virtuelle, numérique. Donc, il n'y a pas de... Et à partir de cette bibliothèque numérique-là, utiliser un logiciel dans le cloud pour pouvoir rendre accessible ces documents-là, sans besoin d'acheter un serveur
ou voilà, d'avoir une infrastructure informatique sur place. Et l'avantage d'un logiciel comme cela, il est libre et gratuit. Donc, les versions payantes, elles ne sont pas très chères, mais avec la version gratuite, on peut faire un travail de vulgarisation, de division sélective de l'information, de partage de connaissances, donc à un large public, sans contrainte d'application ou d'installation informatique. Donc, Conversation citoyenne aussi, c'est un univers virtuel, donc qui est assez récent et que je conseille, donc Topia, donc qui permet à des communautés de se retrouver, donc avec vidéo même si possible, et de discuter des réalités locales. Donc, ça peut être fait de manière horizontale, donc entre administrateurs ou bien entre administrés, ou de manière verticale, entre administrateurs locaux et administrés. Donc, vraiment une courroie de transmission, d'échange d'idées. Les médias sociaux, on en parle, il n'y a plus besoin d'en parler, donc Twitter, Facebook et tout. Il y a possibilité de les agréger en un seul lieu. Donc, c'est l'outil HotSuite, malheureusement, qui était gratuit avant, mais qui est devenu payant. Bon, je ne sais pas trop quelles sont les conditions pour y accéder. Mais moi, en l'utilisant autant, j'arrivais à agréger tous mes médias sociaux en un même lieu. Donc, avec la possibilité d'avoir des notifications quand il y a des sujets qui intéressent, des mots-clés que j'avais déjà mis en place pour surveillance ou pour veille. Donc, des enquêtes aussi. L'outil là, Kubu, Toolbooks, il est aussi gratuit. Et l'avantage, c'est qu'il est utilisé par les organisations humanitaires. Donc, il est très, très bien fait. Et à ce niveau, c'est quoi? C'est au niveau, par exemple, de la gouvernance des gouvernants, de pouvoir disposer d'outils de monitoring, de suivi et d'évaluation de leur activité. Par exemple, au début d'une année, dire, par exemple, recueillir les besoins des citoyens en termes d'infrastructure, en termes de politique, en termes voilà, de secteur bien donné. Cet outil-là permet de le faire. À la fin aussi d'un mandat, essayer de voir si effectivement l'action qui a été menée a été bien appréciée, quel est le degré d'appréciation, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout et tout. Cet outil-là peut être fait. Et cet outil-là, tous ces outils-là, en fait, peuvent être centralisés au niveau d'un service d'information documentaire. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, la nécessité de créer un service d'information documentaire, elle est là, mais on n'a pas toujours besoin d'avoir des locaux physiques ou bien d'avoir des infrastructures informatiques qui sont là, qui sont lourdes. Il suffit juste d'un peu d'imagination et voilà, de volonté surtout pour pouvoir mettre des choses en place. Et c'est l'objet de cette diapo, donc qui permet voilà, une ouverture vers ce sens-là. Sachant que les outils qui sont partagés ici ne sont pas exhaustifs, hein, encore une fois. Diapo suivante. Donc ici, à ce niveau, j'en parlais avec Jimmy tout à l'heure, j'ai voulu, à partir de cette diapositive-là, mesurer un peu ce que les gens avaient retenu de la présentation. Donc, Menti, c'est un outil qui permet de faire des sondages en ligne, donc que je conseille aussi hein, à l'assistance. Donc, il suffit de cliquer sur donc, le lien. Et si on vous demande un code, donc d'entrer le code là. Donc, dans ce sondage, j'ai posé une seule question. Donc, quels sont les principaux points que vous avez retenus? Et l'avantage de l'interactivité est quoi? C'est-à-dire, dès que vous mettez une réponse, donc moi, je la reçois en tant qu'administrateur du sondage. Et à la fin, je peux faire un téléchargement et le partager pour dire, montrer ce que les uns et les autres ont mis comme réponse. Donc, je vais essayer de partager le lien sur le chat, que je vais y arriver. Bon, je peux le faire à la fin de la présentation. Donc, l'avantage, c'est que c'est un sondage qui peut être fait bon, indéfiniment parce que je n'ai pas mis de date limite. Donc, je pourrais voir après, chaque fois que quelqu'un donne une information sur la présentation, savoir quel est le degré d'appréciation qui a été fait à ce niveau. Dernière diapo, normalement, si je ne me trompe. Oui, en fait, c'était ça. Donc, merci à Haïti. Je pense que j'ai un temps soit peu répondu à ce qui était demandé. Donc, sachant que la meilleure partie
d'une présentation ou d'un échange, c'est les questions et les réponses. C'est là où on peut vraiment pointer du doigt ce qui intéresse les uns et les autres. Et donc, c'est avec plaisir que j'accueillerai ces questions et ces réponses. Et merci pour l'assistance et surtout la patience de m'avoir écouté. À vous. Merci beaucoup, Antonin. Vraiment, ça a été une présentation extrêmement intéressante avec des contenus très bien élaborés. Évidemment, j'espère que les participants auront la possibilité effectivement de bien expérimenter une telle présentation et de s'en inspirer également pour pouvoir forger leur propre idée, leur propre opinion en fonction des projets sur lesquels ils vont travailler pratiquement dans leur communauté. Donc, ce que j'allais te demander, Antonin, est-ce que le lien que tu as partagé pour recueillir les informations, les interactions chez les participants, est-ce que une fois que la présentation est terminée et que ce lien est inactif, ou bien est-ce que ce lien peut demeurer même quand les participants reviendront plus tard pour continuer à regarder la formation et qu'ils pourront toujours participer? Oui, il peut demeurer. Je verrai à ce que ce soit toujours actif. Donc, Magnifique, magnifique. C'est moi qui détermine en fait la durée, quoi. OK, c'est super, parce qu'en ce sens-là, je pense pouvoir vraiment inciter les jeunes à participer également parce que c'est très intéressant. Je pense que cette méthode nous permet aussi d'évaluer un peu par rapport à tout ce qu'on a dit, quelles sont les notions effectivement qui ont été retenues. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour rappeler aux participants que même je vais recueillir le lien également et le partager dans les groupes WhatsApp. Donc, le lien dans le chat menti.com tel qu'il a été partagé par Antonin avec le code en question vous permet à la fin de cette présentation qu'il vient de faire de partager avec lui les notions que vous avez retenues. Cela va lui permettre aussi d'évaluer un peu cette présentation afin de voir à quel niveau lui, il a été dans son intervention. Il a pu correspondre à vos attentes en question. Donc, merci beaucoup, Antonin. Nixon est là et on avance vraiment. Il est déjà 11 heures. Je vais, avant même de revenir vers toi pour les échanges, je pense que le mieux serait de passer la parole là maintenant à Nixon Calixte qui vient d'arriver. Et puis, à la fin, on peut éventuellement envisager une séance de questions-réponses pour tout le monde. Donc, bonjour Nixon, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir vraiment de te recevoir parmi nous sur ce panel qui traite le sujet de gestion de l'information documentaire et développement local. Donc, normalement, je sais que vraiment ça a été un petit peu difficile pour toi d'être avec nous tout au début de la présentation, mais je suis bien content, très, très content que finalement tu as pu te connecter et que les jeunes vont bien profiter de ta présentation. Je rappelle à tout le monde que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme PIC Démocratie, qui se définit en créole Passerelle Initiative Communautaire pour Démocratie, qui est un programme conçu par le groupe ECO Haïti en partenariat avec International Republican Institute et National Endowment for Democracy. Donc, ce matin, nous abordons le sujet de gouvernance locale, de gestion d'informations documentaires et développement local au regard d'une gouvernance vraiment où les jeunes auront la possibilité de s'engager activement en tant que citoyens afin de contribuer à leur niveau, main dans la main avec les autorités locales de façon à améliorer pratiquement la qualité des services offerts. Donc, quand on pense gouvernance, quand on pense démocratie, on pense amélioration des conditions de vie des gens dans les communautés, l'amélioration de la qualité des services. L'un des facteurs déterminants, c'est vraiment que les gens aient accès aux bonnes informations, des informations qui correspondent effectivement à ce qui se font dans les communautés pour qu'ils puissent adresser avec intelligence de manière éclairée les véritables problèmes afin de proposer des solutions. Donc, c'est en ce sens qu'on a jugé important de concevoir ce panel qui rassemble ce matin sur le plateau Nixon Calixte et Antonin Benoît Diouf. On vient d'écouter Antonin et qui a partagé dans les commentaires quelques liens supplémentaires pour approfondir la lecture.
Là, maintenant, nous allons recevoir Nixon Calixte, que je laisse le temps à lui-même de se présenter pour nous, de dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, tout son parcours et à partir de là, qu'est-ce qu'il a réservé ce matin pour nous, de façon à ce que vraiment nous puissions bien expérimenter ce panel et recueillir le maximum d'informations possibles pour aller plus loin. Bonjour Nixon, et je crois qu'il est grand temps de te céder le plateau en ce moment même. Bonjour Jimmy, et merci de m'accueillir à ce panel. Je ne sais pas si le son et l'image passent très bien de mon côté. Oui, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Extrêmement bien. Permets-moi d'abord de remercier Antonin pour sa présentation qui a balisé les notions et concepts essentiels à la discussion. Il a aussi indiqué des trucs et astuces qui seront assurément fort utiles aux participants et à la formation. Moi, personnellement, j'ai été particulièrement sensible à l'emphase qu'il mettait sur les savoirs locaux comme constitutifs des stratégies de développement local par les services de gestion de l'information, notamment les bibliothèques. Pour ma part, ce matin, je vais plutôt parler spécifiquement des bibliothèques, mais parler des bibliothèques, c'est aussi parler des bibliothécaires, et enfin, c'est parler des parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, j'entends surtout les décideurs, donc tout ce monde-là qui est impliqué activement dans les décisions en faveur du développement et de la communauté. Je n'ai pas de jolis slides comme Antonin. Cela dit, je pense pouvoir partager mes notes avec vous pour la présentation. Mais d'abord, avant toute présentation, que je me présente, donc Nixon Calixte, et je suis bibliothécaire depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé précisément le 11 septembre 2001, et date fameuse. J'ai eu un parcours uniquement en bibliothèque institutionnelle, et d'abord en bibliothèque scolaire, et puis en bibliothèque universitaire, on va dire depuis 13 ans. Et je suis depuis quelque temps directeur des questions de documentation à l'Université d'État d'Haïti, qui dispose d'une bibliothèque ou d'un point d'information de documentation pour chaque faculté et à Port-au-Prince, et un point aussi à Limonade et d'autres pour les écoles de droit et affiliées et à l'UH. Donc, je suis impliqué dans la gestion d'un réseau de bibliothèques et mon travail consiste en particulier à accompagner, voire prendre en charge et des projets d'intérêt et transversal. Donc, voilà, pour ma formation de base, j'ai été à l'école normale pour devenir prof au secondaire. Depuis une dizaine d'années ou plus, j'enseigne aussi et je suis chargé d'enseignement et à l'UH sur les mêmes matières que j'ai étudiées à l'école normale. Donc, voilà en ce qui concerne ma présentation personnelle. Maintenant, pour la présentation que je vous fais ce matin, laissez-moi partager l'écran avec vous. Est-ce que l'écran est visible? Pas encore. On nous dit que tu es en train de partager l'écran. Nixon Calixte, que tu as commencé à partager l'écran, mais c'est entièrement noir. Donc, on ne voit pas les notes en question.
Ah, OK. OK. Est-ce que les notes apparaissent? Voilà, oui, oui, c'est bon. OK. Donc, je voudrais vous entretenir autour de 6 questions concernant l'idée ou le projet d'une bibliothèque au service du développement local. Donc, c'est un petit peu une façon pour moi de poser le cadre d'interaction ou de coopération entre les différentes instances que j'ai évoquées tout à l'heure, la bibliothèque, les bibliothécaires et puis les acteurs parties prenantes du développement local. Donc, j'enchaîne rapidement avec la première question, qui sont les bibliothécaires. Bon, et le bibliothécaire, c'est chez nous une figure souvent duale. Et on a souvent le technicien et introverti et en face, et l'animateur extraverti. Quelqu'un qui est concentré sur les processus techniques, sur les compétences en matière de traitement et intellectuel et de la documentation, de gestion et des services, et quelqu'un qui, lui, aime bien le contact avec le public, jeune ou moins jeune, et quel qu'il soit. Alors, ce bibliothécaire-là, eh bien, on peut dire qu'il est à deux faces. C'est un peu une espèce de Janus, le dieu romain qui avait deux faces et donc deux personnalités et dissociées, au point qu'il ne savait pas, et ce dieu Janus, qui il était vraiment. Alors, l'idéal, c'est ce que je dirais à la fin, en conclusion, en précisant les détails, ça serait que le bibliothécaire devienne carrément le Super Skrull. Pour ceux qui connaissent l'univers de Marvel, eh bien, c'est un personnage extraterrestre qui cumule les 4 pouvoirs des 4 fantastiques. Vous voyez tout le programme. Alors, ici, vous avez justement l'image du dieu Janus, qu'on appelle aussi Bifron. La deuxième question, si vous permettez, quelles sont les bibliothèques? Eh bien, en la matière, on peut dire qu'il y a on peut inventorier 3 catégories de bibliothèques en Haïti. Les bibliothèques patrimoniales qui sont dans la conservation, dans la transmission de patrimoine accumulé depuis l'époque coloniale. Donc, sur ce créneau, vous avez la Bibliothèque nationale d'Haïti, la Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit, vous avez la Bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne ou bien Saint-Louis de Gonzague, je ne sais plus, et je m'embrouille avec les deux. Mais toujours est-il que ces bibliothèques-là sont sur un créneau de conservation. Et donc, quelque part, les questions de développement local ne leur sont pas directement accessibles ni adressées de façon, on va dire, privilégiée. Deuxième type de bibliothèque qu'on peut identifier dans l'écosystème haïtien, c'est les bibliothèques de lecture publique, vraisemblablement les plus nombreuses. Ce sont les quelques bibliothèques municipales qui relèvent de la Bibliothèque nationale d'Haïti, des bibliothèques dites municipales qui relèvent d'initiatives de certaines collectivités, donc de mairies. Donc, deuxième catégorie, deuxième réseau, et les bibliothèques, on va dire les CLAC, et qui relèvent de la Direction nationale du livre. Et enfin, troisième catégorie, pas troisième catégorie, disons parmi ces mêmes bibliothèques de lecture publique, le réseau des bibliothèques de proximité et affilié à la focale. Mais à côté des bibliothèques patrimoniales, des bibliothèques de lecture publique, on compte aussi dans le réseau et en Haïti des bibliothèques institutionnelles où je range les bibliothèques de l'Université d'État d'Haïti. Donc, on parle de bibliothèques qui sont associées à des établissements d'enseignement
supérieures ou scolaires qui sont associées à des congrégations religieuses. En réalité, ce qu'il y a, c'est que les tutelles et les missions peuvent se combiner et aussi, des fois, on a un dédoublement, c'est-à-dire comme chez les pères spiritains, un service patrimonial et un service qui fait office de CDI, les deux plus ou moins articulés et plus ou moins séparés, occupant et plus ou moins les mêmes locaux, etc. Alors, ce qu'on doit dire en matière territoriale concernant cette typologie que j'ai évoquée, c'est que les bibliothèques sont inégalement réparties sur le territoire. Il y a une forte concentration en particulier sur Port-au-Prince et dans le département de l'Ouest en général. Du coup, je n'ai pas de chiffre exact, mais la majorité des bibliothèques se trouve plutôt dans ce département-là. Ça, c'est une première chose. Alors, on va dire que le problème est tel qu'il a justifié le plaidoyer de l'ABDA, l'Association des bibliothécaires, documentalistes et archivistes d'Haïti. Donc, le plaidoyer supporté par ABDA et Bibliothécom en faveur d'un projet qui peut paraître utopique, mais qui est ancré dans une nécessité, à savoir une bibliothèque par commune. C'est cette proposition est une façon de surmonter un peu, en tout cas de renverser les choses vers une meilleure justice documentaire, on va dire, à l'échelle nationale à la faveur d'une meilleure répartition des centres d'accès à la documentation et l'information scientifique et technique. À côté du problème de répartition, il y a un problème de dotation aussi, parce que la plupart de ces bibliothèques ne sont pas correctement dotées en ressources matérielles, financières et même en compétences. Et donc, voilà, et pour les bibliothèques, et le cadre, la typologie et les principaux problèmes que j'ai cru mettre en évidence. Troisième point, donc troisième question pour avancer dans la présentation. Pourquoi transformer les bibliothèques? Donc, j'ai parlé de bibliothèques à problème, donc problème d'inégalité dans la répartition, problème de ressources, problème de compétences. Est-ce que ce n'est pas faire un bond, en tout cas mettre la charrue avant les bœufs, que de parler de transformation tout de suite, tout de go? Alors, l'hypothèse qui est derrière l'idée de transformation, c'est le bénéfice d'un effet d'interaction, c'est le bénéfice d'une action réciproque. Alors, clairement, ça veut dire que si on parvient à transformer les bibliothèques, il y a moyen de transformer les territoires aussi. C'est-à-dire, à partir de là, les bibliothèques auront un impact. Cet impact sera transformateur pour les territoires et quelque part, les territoires pourront le leur rendre bien et aux bibliothèques le service rendu. Quatrième point, comment transformer les bibliothèques? Alors, j'ai bien été attentif aux propositions de notre collègue Antonin Diouf. Vous avez observé que Diouf n'a indiqué rien qui soit compliqué ou inaccessible au départ. Il disait qu'on pouvait mettre l'accent sur les savoirs locaux, qu'on pouvait aller à petits pas en envisageant des petits projets. Eh bien, justement, ce sur quoi je mets l'accent comme levier pour transformer les bibliothèques, c'est donc la responsabilité. Donc, l'idée, c'est d'aller vers une bibliothèque responsable. Les ressources sont un facteur important. Maintenant, pour avancer dans cette perspective,
Mais la responsabilité comme moteur et de l'action et des motivations, eh bien, c'est déjà une façon de se mettre en marche et de permettre qu'une fois les ressources en place, eh bien, les actions soient déployées avec cohérence et pertinence. Alors, l'avant-dernière question, si vous permettez, qu'est-ce qu'une bibliothèque responsable? Puisque je viens d'évoquer la notion. Alors, pour moi, il y a essentiellement 3 choses qu'on peut associer à une bibliothèque responsable. La bibliothèque responsable est celle qui écoute, qui tolère et qui anticipe. Bibliothèque qui écoute, c'est-à-dire bibliothèque attentive aux besoins, branchée sur les besoins de la communauté. Bibliothèque tolérante, c'est-à-dire une bibliothèque qui ne minimise aucun usage, qui au contraire cherche une façon de permettre que ces usages soient pleinement réalisés à la faveur de ses ressources, de ses locaux, de son personnel, évidemment, sans qu'il y ait disons, de cacophonie, sans qu'elle sorte de sa mission primordiale. Bibliothèque anticipatrice, donc bibliothèque qui peut aider la communauté environnante, la communauté territoriale et la communauté de ses usagers à anticiper, à prévoir les choses parce que, qu'on le veuille ou non, le bibliothécaire en matière d'information et par rapport au fait que c'est sa spécialisation, il a un coup d'avance et disons sur pratiquement tout le monde, sur pratiquement tous les groupes en matière de l'accès et traitement et diffusion et de l'information. Donc, ainsi, avec cette capacité, le bibliothécaire peut essayer de voir avec ce qu'il dispose d'informations et d'outillage, eh bien, ce qui peut intéresser la communauté avant même que la chose ne soit très consciente. Alors, cette bibliothèque responsable, elle n'a pas pour vocation de remplacer les bibliothèques qui existent et que j'ai mentionnées. Elle n'entend pas non plus, disons, remplacer les pratiques et qu'on connaît avec soit la mise à disposition de la documentation ou bien de la collection, soit des activités culturelles et artistiques autour de la collection. On disait que la bibliothèque responsable, c'est une bibliothèque tolérante. Donc, elle vise à intégrer tout ça et proposer autre chose en plus. Et bien d'autres choses, j'ai envie de dire. Précisément, la bibliothèque responsable, c'est une bibliothèque qui entend dynamiser tout le dispositif que nous évoquons. Le dynamiser jusqu'à obtenir ce que des spécialistes dans leur jargon appellent un effet longue traîne. La longue traîne en matière de commerce électronique, ça veut dire concrètement, électronique ou conventionnel. Le catalogue d'un commerçant, on va dire que le commerçant fait par exemple 20% de son chiffre d'affaires à travers quelques produits phares, mais quand même, il arrive à faire 80% de son chiffre d'affaires à travers une kyrielle de produits qui se vendent au fur et à mesure et en petite quantité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bibliothèques qu'on connaît, surtout de lecture publique, étalées dans les milieux ruraux et dans les communes, etc., eh bien, avec leur projet de mettre une petite collection à disposition et d'organiser des activités culturelles, elles peuvent aussi prendre en charge d'autres demandes, d'autres besoins et qui ne ressemblent pas tout à fait avec ces demandes, les demandes ou les besoins habituels. Alors, Diouf indiquait tout à l'heure quelques pistes. Je préciserai qu'une bibliothèque, quelle que soit sa taille,
peut aider la communauté dans une activité de veille au profit de la communauté. Donc, c'est toute la dimension anticipatrice que j'évoquais. Et la bibliothèque peut aider la communauté aussi dans les questions de revue de presse, c'est dans les codes du bibliothécaire, et également dans les synthèses diverses, etc., etc. Donc voilà, des activités entre guillemets périphériques peuvent être programmées et prises en compte pour élargir plus largement l'offre de la bibliothèque. Donc la bibliothèque peut aller vers un public large ou étendu au niveau de la collectivité ou de la communauté, tout comme les prestations peuvent se resserrer autour de besoins et de commandes précises qui viennent d'élus et d'autres personnes et de la région ou bien tout simplement relever d'initiatives spontanées et du bibliothécaire, etc. Et alors, l'idée, c'est qu'à force de multiplier ces collaborations dans le cadre d'activités périphériques, mais sans oublier le grand public, etc., eh bien, progressivement, il y a quelque chose qui se met en place comme une vision partagée entre la bibliothèque, les bibliothécaires et les piliers de la communauté. Et alors, une bibliothèque responsable, à quoi on la reconnaît concrètement? Permettez-moi d'utiliser une grille qu'un certain philosophe Emmanuel Kant avait utilisée au XVIIIe siècle pour parler un petit peu des choses de l'esprit. Donc, on prendra en compte les facteurs quantité, qualité, modalité et relation. En matière de quantité, donc, on parle d'une bibliothèque et par commune, on parle de la nécessité qui est pour chaque bibliothèque ou n'importe quelle bibliothèque plus de ressources matérielles disponibles, plus de ressources financières, plus de ressources documentaires aussi. Et on parle également de plus d'usagers et plus de catégories d'usagers. Sur ce dernier point, vous aurez compris l'écho de ce que je disais tout à l'heure et concernant les prestations périphériques. Au niveau qualité, une chose fondamentale, c'est la pertinence sociale accrue de la bibliothèque. Pertinence sociale, ça veut dire que la bibliothèque répond à une utilité qu'on va dire vitale pour la communauté. Deuxième chose, c'est une bibliothèque qui est polyvalente à travers ses prestations. Je ne reviens pas sur le détail. C'est des collections toujours dans la catégorie qualité, des collections et des équipements qui sont adéquats, en tout cas qui doivent tendre vers un niveau d'adéquation et satisfaisant. C'est un personnel compétent, c'est-à-dire à même de répondre aux défis et d'avoir assez d'imagination pour proposer des choses là où les moyens et les circonstances semblent élever un obstacle. En matière de modalité, la bibliothèque responsable, on va dire que cette bibliothèque-là, elle est effective. Donc, règle d'effectivité, la bibliothèque doit exister. Deuxième élément de modalité, continuité. Donc, ce n'est pas une affaire d'avoir un projet pilote ou un projet éphémère dont on n'entend plus parler. Il faut que ça continue. Et que ça continue, ça veut dire aussi que les sous-systèmes qui composent la bibliothèque, par exemple l'Internet, le courant, eh bien, que ça soit disponible constamment. Le personnel aussi, et qui travaille à la bibliothèque, il faut qu'il soit régulièrement rémunéré. Tout ça fait partie de la continuité. L'accessibilité, il ne faut pas qu'il y ait de barrières, d'obstacles en matière territoriale, c'est-à-dire zones délaissées, zones négligées, zones dépourvues. En matière de genre, c'est-à-dire
une bibliothèque plus pour les hommes, pas tout à fait pour les femmes. Et l'âge, on trouve surtout des jeunes et pas des gens et moins jeunes, etc. Donc, la bibliothèque doit aller vers l'inclusion et l'équilibre. En matière sociale, en matière physique, donc les questions d'handicap doivent être prises en charge aussi, non seulement à travers les locaux, mais également les collections et les équipements. Et autre élément de modalité, l'acceptabilité, c'est-à-dire que la bibliothèque responsable, c'est une bibliothèque avec un niveau de confort minimum et qui est tout de même satisfait. Dernier élément de modalité, enfin, c'est la rétroactivité, c'est-à-dire, et c'est une bibliothèque qui évolue et qui progresse, qui se remet en question et qui propose des améliorations. Donc, voilà pour la modalité. Maintenant, dernière catégorie dans cette revue, après la quantité, la qualité, la modalité, la relation. Évidemment, en matière relationnelle, la bibliothèque responsable, elle est ouverte et sur les nouveaux publics, les nouvelles missions. Donc, j'ai parlé de l'hybridation qu'il devait y avoir entre la bibliothèque et les parties prenantes du développement local. Donc, à ce propos, la bibliothèque responsable, c'est une bibliothèque qui est en quête et qui obtient le rapprochement des acteurs que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ces acteurs sont les élus, les administrations territoriales ou locales, le milieu des affaires et le secteur culturel et éducatif, etc. En matière de rapprochement, je précise très bien qu'il s'agit de rapprochement professionnel. Et donc, il n'y a rien d'idéologique, il n'y a rien d'intéressé, etc. Donc, le rapprochement ne recherche pas pour le bibliothécaire et de nouveaux jobs, de nouvelles fonctions et de nouveaux emplois, ne vise pas à insérer le bibliothécaire dans le réseau de pouvoir local. Donc, ça s'entend professionnellement. Maintenant, après que j'ai ainsi brossé à grands traits, disons, les éléments qui composent le portrait de la bibliothèque responsable, eh bien, abordons le dernier point. C'est qui le bibliothécaire qui travaille pour la bibliothèque responsable? Eh bien, au départ, je disais que le bibliothécaire responsable, c'était le Super Skrull. Le Super Skrull, c'est ça, c'est ce personnage-là. Il a vraiment les 4 pouvoirs des 4 fantastiques. Eh bien, la force de la chose, l'élasticité de Monsieur Fantastique et le feu de la torche Johnny Storm, et puis l'invisibilité de Madame Fantastique. Ce qui fait que dans l'univers de Marvel, eh bien, le Super Skrull, c'est un concurrent et redoutable. Et alors, les 4 fantastiques, comment traduire ce fameux Super Skrull au niveau du groupe des bibliothécaires associés à la bibliothèque responsable que nous appelons de nos voeux? Eh bien, on va dire d'abord que ce bibliothécaire, c'est d'abord un technicien soucieux de la collection, c'est-à-dire du travail bien fait, etc. Et catalogage, indexation, informatisation, OK, rangement, OK. Mais c'est aussi un animateur expert en chasse, en gestion, en fidélisation des publics. Troisième élément, c'est un formateur hors pair sur les questions de maîtrise de l'information et des littératies numériques.
c'est-à-dire que la bibliothèque ou le bibliothécaire est responsable, eh bien, il aide et le public habituel de la bibliothèque, tout comme et les parties prenantes du développement que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, s'il y a des trucs qu'ils doivent apprendre, comment rechercher l'information, comment utiliser l'ordinateur, comment maîtriser ci et ça, eh bien, et il peut aider même à la carte, etc. Enfin, troisième, quatrième élément, eh bien, le bibliothécaire responsable qui œuvre à l'intérieur de la bibliothèque responsable, c'est un agent de développement. Il est soucieux de son impact professionnel, je ne le préciserai jamais assez. Donc, voilà, c'est ça comme bagage et pour décrire le bibliothécaire responsable à l'intérieur de la bibliothèque responsable. Et sans vous retenir en plus longtemps, j'ai envie de conclure et avec juste une formule qui dit à nouveau pacte, P-A-C-T-E, nouveau pacte, P-A-C-K. Évidemment, la bibliothèque responsable, c'est fondamentalement une bibliothèque impactante, donc qui cherche l'impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nixon. Franchement, ça a été une présentation très édifiante, stimulante, captivante, justement, et qui vient en renfort, justement, à la présentation d'Antonin en apportant des éléments d'information et nouveaux pour continuer à édifier pratiquement les participants, à édifier le public. Je trouve que la démarche de Nixon, c'est comme une balade, donc il nous invite justement dans un dialogue ordonné avec 6 questions fondamentales à se poser concernant les bibliothèques au regard même du développement local, au regard de la gouvernance. Et puis, ça a été vraiment très intéressant. Merci vraiment, merci Nixon. J'espère vraiment que ce ne sera pas un problème de partager tes notes avec nous. Question aussi de pouvoir permettre aux participants d'en jouir pleinement, si ça ne dérange aucunement. Donc, très rapidement, j'ai une première question qui m'est venue à l'esprit pendant qu'on essaie de discuter et ensemble tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal, mais pour le cas d'Haïti, on constate qu'il y a chez les décideurs, chez les administrateurs, une sorte de peur à partager les informations. C'est-à-dire, c'est comme si on essaie de se dire que les informations ne concernent pas forcément le public, alors que c'est fondamental pour que les gens soient correctement informés. Et ce n'est qu'en s'informant correctement, on peut s'attendre vraiment à l'idée que les gens prennent de très bonnes décisions. Donc, il y a cette peur de partager les informations. Et maintenant, comment vraiment mieux conforter et fidéliser les élus, les administrateurs, pour qu'ils puissent aider les bibliothèques ou bien les structures documentaires à jouer vraiment leur rôle de médiation et de diffusion de l'information. C'est vrai que comme si on peut toujours avoir de la difficulté à communiquer au plus grand nombre ou bien à communiquer à chaque personne qui vient et qui demande de l'information, soit parce que la personne qui accueille le public n'est pas suffisamment informée de ce qui se passe à l'intérieur. Les bibliothèques en soi doivent constituer ces institutions de confiance, ces institutions qui inspirent davantage de confiance. Maintenant, comment vous pensez, bon, vous pouvez intervenir à tour de rôle, comment vous pensez que l'on peut parvenir, ou bien que les structures documentaires, les institutions, mais les bibliothèques communautaires peuvent mieux conforter, voire fidéliser davantage ces élus locaux, ces administrateurs, de façon à ce qu'ils soient en mesure d'aider vraiment les bibliothèques à jouer leur rôle de médiation et de diffusion de l'information. Oui, Antonin.
Et merci, Jimmy. C'est une question qui est extrêmement importante, mais moi, je vais la poser d'une autre façon, ou bien apporter une autre réponse qui n'est pas forcément celle que tu as suggérée. Je ne pense pas qu'ils aient peur de partager. Peut-être qu'il y a la peur derrière, mais ce qui sous-tend ce manquement, c'est justement un manque de culture citoyenne, ou bien un défaut de culture citoyenne, sachant que la culture citoyenne commence d'abord par l'information du citoyen. Donc, étant dans un modèle économique qui est différent de l'économie classique, quand on est dans le modèle culturel, ici, c'est l'offre qui détermine la demande. Donc, pour créer un cercle vertueux, je parlais de cercle vertueux, c'était par rapport à cela. Là, on est dans un cercle vicieux qui fait que l'administré ne demande pas d'informations ou ne demande pas des comptes donc à l'administrateur. Et l'autre, de son côté, ne voyant pas la demande venir, ne se sent pas obligé d'informer. Et c'est justement là où le service d'information documentaire, le bibliothécaire, l'archiviste, peut être un pion central pour susciter ce cercle vertueux-là. C'est-à-dire, dès que quelque chose se passe au niveau des administrateurs, aller faire la collecte. Donc, établir un système de veille qui fait que, par exemple, tout acte délibératif qui est fait au niveau local, que lui, il aille collecter et qu'il fasse la diffusion automatique. Et c'est en faisant cela qu'il va créer l'intérêt de la part de l'administrateur qui a besoin de cette information-là et qui sera maintenant en mesure de demander à l'administrateur s'il ne trouve pas, en fait, s'il voit que l'information ne vient plus à lui. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est plus un défaut de culture citoyenne qui est partagé par les deux entités et même par nous-mêmes, les professionnels de l'information documentaire. Parce qu'on n'a pas toujours cette vision de médiation qui est extrêmement importante. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ton interrogation, mais moi, c'est mon point de vue à ce niveau. Peut-être que Nixon a une autre vision à partager. Merci. D'accord, merci beaucoup, Antonin. Je ne sais pas si Nixon, de son côté, peut oui, placer. Et Voilà. je partage tout à fait le point de vue d'Antonin. Sinon, je préciserai une chose, que le problème, quoi qu'on dise, reste de taille, parce qu'on peut l'envisager comme carrément une barrière au changement, comme un obstacle au changement. Mais quand même, on peut rester confiant en se disant que tout ça appartient à un cycle, voire à un cercle, mais cette fois un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus il y aura d'efforts en faveur du partage d'informations, en faveur de la transparence, et bien plus la transparence et le partage deviendront des réalités et qui s'imposeront dans le paysage. Donc, l'idée peut-être ce n'est pas d'exiger, je ne sais pas, transparent et les choses toutes go et tout de suite, mais plus on avance, plus ça va monter en charge, plus l'habitude et de la transparence, le besoin de reddition ou de demander reddition et des comptes sera installé. Donc, pour moi, c'est une affaire fondamentalement en matière de mécanisme. C'est une affaire d'offre et de demande. Donc, plus l'offre sera là, plus la demande, elle sera accrue. Alors, j'ai envie de dire que, par exemple, il suffit que la bibliothèque ait l'habitude de publier des bulletins concernant les activités communales, etc., eh bien, pour qu'automatiquement, il y ait une demande récurrente pour ce bulletin. Et quand le bulletin ne paraît pas, quand il y a des projets, des chantiers qui n'apparaissent pas dans le bulletin, automatiquement, ça crée un déclic. Et donc, tout de suite, les élus ou les autres parties prenantes, eh bien, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été satisfait. Et donc, forcément, ils vont faire quelque chose pour remédier ou bien pour rester dans la droite ligne de la transparence. Donc, c'est un problème sérieux, mais il faut être confiant, première chose. Deuxième chose, il faut y aller
à petits pas et surtout faire en sorte que les bonnes habitudes prennent le temps de s'installer, quitte à se répéter régulièrement, voire systématiquement. D'accord, merci beaucoup Antonin, merci Nixon. C'est vrai, comme j'imagine effectivement que si les citoyens vraiment ne demandent pas de l'information, ne se soucient pas d'être mieux renseignés, d'être mieux informés, à un autre niveau, il se peut qu'il y ait une forme de négligence de la part des administrateurs à fournir les informations dans le sens que, bon, OK, d'accord, il n'y a pas trop grand intérêt, on ne voit pas non plus la nécessité d'informer pratiquement la communauté. Mais à un autre niveau, les bibliothèques, c'est effectivement ça, l'idée d'anticiper les enjeux, l'idée de comprendre la réalité de sa communauté, et d'avoir le souci de renseigner les usagers. En ce sens, la bibliothèque peut vouloir marcher main dans la main avec les municipalités de façon à ce que ces municipalités comprennent la nécessité de fournir davantage d'informations. Mais j'ai bien aussi aimé l'idée que Nixon a avancée aussi pour indiquer que quand la bibliothèque tient à jour régulièrement un bulletin d'information sur la communauté et qu'à un niveau, quand on ne voit pas apparaître une information pertinente dans un numéro quelconque qui concerne des projets importants pour les municipalités, effectivement, ça va créer chez eux un souci de savoir mais pourquoi on n'est pas correctement inscrit dans tel ou tel numéro. Je pense que vraiment l'envie et la nécessité d'anticiper certains problèmes peut bien vouloir résoudre a priori ce défaut de culture citoyenne dont évoquait tout à l'heure Antonin. Oui, Antonin, je vois que tu as levé la main. Oui, en fait, en t'entendant parler d'anticipation, donc en reprenant aussi l'excellent exposé qu'a fait Nixon à ce propos, il m'est venu à l'idée, voilà, une chose à prendre en compte, c'est la neutralité. Je vais m'expliquer. Les gouvernants, ils partagent toujours, mais ils partagent quand? Quand tu as une élection en vue. Donc, la rétention d'informations, elle n'est pas gratuite. Hein? Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc, le bibliothécaire ou l'archiviste doit anticiper effectivement pour aller chercher ces informations-là. Mais en allant les chercher, qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va chercher seulement les informations positives ou positivistes ou positivantes des gouvernants, ou bien il va prendre toutes les informations en fait, qui sont censées éclairer le citoyen à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a des échecs? Est-ce qu'il y a des réussites? Donc, il faut que cette neutralité-là aussi professionnelle se fasse sentir à ce niveau-là, et c'est une donnée importante qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas que, de ce point de vue-là, le bibliothécaire ou l'archiviste devienne en fait un outil de promotion politique, par exemple. Voilà. C'est important à prendre en compte. Donc, encore une fois, comme l'a dit Nixon, c'est une question qui est très sensible. Hein? Il est très sensible. Donc, on est dans l'information, et comme je dis, l'information, c'est l'empouvoirment. Donc, qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, on n'invente rien à ce niveau. Et donc, jouer cette courroie de transmission-là doit être quelque chose de vraiment responsable. On revient à la responsabilité de la part du technicien, du spécialiste de l'information documentaire. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager à ce niveau. Merci beaucoup, Antonin. Je vois de nouveau Nixon qui a levé la main. Oui, Nixon? Pour dire très rapidement, en tout cas pour rappeler, que le bibliothécaire et documentaliste archiviste, eh bien, en tant que professionnel, il n'est ni journaliste, ni membre d'un parti politique, ni candidat à un poste. Même quand il peut arriver que comme citoyen, ces choses-là l'intéressent, mais dans sa pratique professionnelle, eh bien, il se situe dans un lieu avec une démarche qu'on doit pouvoir séparer nettement
de la politique, du journalisme, etc. D'accord, merci Nixon. Et bon, c'est une très belle approche, évidemment, pour que le bibliothécaire en soi, ou bien la personne appelée à gérer toute la base documentaire dans sa communauté, n'ait pas tendance à se donner un certain droit qui va au-delà des périmètres dans lesquels ils doivent intervenir. Je pense qu'effectivement, ça doit faire partie, on doit pouvoir interpeller à chaque fois la conscience professionnelle du bibliothécaire en soi ou bien de l'agent qui diffuse l'information pour qu'ils comprennent, oui, ce qu'on fait, c'est un métier et ce métier exige certains principes. On n'est pas là pour faire de la promotion partisane de partis politiques ou bien de mouvements quelconques. Ce qui est fondamental, c'est qu'on est un acteur de changement dans sa communauté. On a une vocation, une mission de renseignement, de diffusion de l'information pertinente, exacte. Surtout, on est face à un phénomène mondial incroyable, les fake news, par exemple. La désinformation devient, à mon sens, aujourd'hui une science presque exacte, presque au même rang que les sciences de l'information. Les gens mettent en place toute une ingénierie pour brouiller la population, pour brouiller les membres de la communauté, tout en sachant pertinemment que c'est de la fausse information qu'ils diffusent. Mais là, quand on est face à une situation comme ça, quand on est face à une réalité où vraiment les gens dans les communautés, surtout les plus reculées, pour la plupart, une bonne partie de la population ne savent ni lire ni écrire, ils n'ont pas vraiment accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'Internet. Et donc, c'est très difficile pour eux vraiment d'être à niveau, d'être à jour constamment. Donc, les bibliothécaires doivent, dans un premier temps, s'assurer de la disponibilité des informations à un niveau, mais à un autre niveau, ils doivent s'assurer que cette partie de la population qui ne savent ni lire ni écrire ait accès au même niveau d'information sans discrimination, sans aucune considération négative de classe ou d'origine ou quoi que ce soit, comme l'a dit tout à l'heure Antonin dans sa présentation. Donc, lui, il se bat pour que vraiment les gens, cette catégorie de gens, aient les mêmes accès. Et c'est normal, les bibliothèques en soi contribuent pleinement à l'édification des communautés, en s'assurant que tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit la déficience en question qu'il a, donc que les informations soient accessibles, que les mêmes informations soient accessibles à tous. Donc, je pense vraiment que c'est fondamental d'interpeller constamment la responsabilité des institutions de l'information, les institutions de documentaire en soi, les bibliothèques, les centres de documentation, les archives, les musées. Donc, les institutions qui diffusent de l'information, on est vraiment en droit d'interpeller constamment une meilleure pratique professionnelle, neutre, comme a souligné pratiquement Antonin tout à l'heure, que les bibliothécaires ou les agents qui travaillent dans les bibliothèques comprennent la nécessité de ne pas prendre aucune position favorable ou défavorable, mais plutôt une position juste face à l'information disponible. Et c'est important que les bibliothécaires encouragent davantage les municipalités à accepter de renseigner comme il faut bien, davantage les membres de la communauté, parce que c'est un devoir de leur part. En même temps, c'est une responsabilité pour nous autres de s'assurer de la diffusion exacte des informations disponibles dans les communautés. Antonin, je vois que tu as levé la main, j'imagine que tu as des choses à ajouter.
Oui, Jimmy, effectivement, c'est pour rebondir sur les infox voilà, les fake news dont tu parlais et revenir sur ce qu'en a dit Nixon par rapport à la formation. Moi aussi, je l'ai dit dans les mots-clés qui caractérisaient donc, les éléments d'objet de la part du spécialiste de l'information, c'est-à-dire la formation à la maîtrise de l'information et à la culture de l'information, pour permettre d'évaluer une information, une donnée, une image, hein, pour savoir si vraiment elle est authentique ou pas, est-ce qu'elle est valable ou pas. Et là aussi, il faut que le bibliothécaire ait ce coup d'avance-là, comme l'a dit Nixon, pour pouvoir lui-même se former à pouvoir identifier les bonnes informations, savoir comment les identifier et donner ces clés de lecture-là à ses usagers. Et l'exemple que je peux donner actuellement, c'est l'exemple qui est lié à la COVID. C'est-à-dire qu'on entend du tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, tu entends une chose, demain, tu entends une chose contraire. Le vaccin est bon, il n'est pas bon, celui-là est efficace, celui-là n'est pas efficace et tout. Donc, imaginons maintenant des communautés qui sont locales, donc des gens qui n'ont pas accès à des informations voilà, émanant de sources d'informations fiables et qui, du bouche à oreille, colportent voilà, ce type d'informations qui peuvent être dangereux pour la communauté. Encore une fois, on ne peut pas parler de développement sans une population saine. Et la population saine, c'est la population qui a une bonne santé physique. Donc, oui, un taux de mortalité est quasi inexistant, ça n'existe nulle part, mais bon, dans certaines contrées du monde, voilà, les gens vivent longtemps. Donc, il faut aussi que de ce côté-là, qu'il y ait des courroies de transmission qui évitent que les gens soient bernés ou bien soient trompés ou bien qu'ils se mettent en danger justement parce qu'ils ont reçu une mauvaise information et pire, une information qu'ils répercutent sans pour autant en mesurer les conséquences et autres. Et c'est là où aussi le bibliothécaire responsable, on revient aussi à la responsabilité toujours, donc doit être vraiment mettre l'accent, doit s'engager pour être aussi un acteur de développement à ce niveau. Merci. Donc, je crois qu'on avance, dans 3 minutes, il va être midi, donc on avance pratiquement vers la fin de la présentation. Donc, mais j'ai une toute dernière question vraiment pour vous deux. Il y a Nixon qui a demandé la main. Hein? Ah, Nixon a levé la main. Ah, oui, Nixon, on t'écoute et puis après, j'ai une dernière question qui s'adresse à vous. Donc, il n'y a pas de problème, Nixon, vas-y. Allô, Nixon? Nixon, ton micro a été éteint. Oui. Oui, je viens de remédier. Oui, tout à l'heure, on disait neutralité par rapport aux bibliothécaires documentalistes archivistes et qui n'est pas colporteur de propagande politique, qui n'est pas la remorque des politiciens ni leurs adversaires, etc. Eh bien, par rapport à la désinformation, on va dire que l'idéal, c'est un peu que le bibliothécaire, il devienne transparent, pas qu'il s'impose comme le modèle ou l'autorité qui a la réponse, qui dispose du savoir, qui peut s'informer à la source, mais il est transparent dans la mesure où il permet aux gens de s'informer eux-mêmes. D'où l'accent qu'il faut mettre sur la capacité pédagogique du bibliothécaire, ou plus simplement, et son envie, son aptitude, ses aptitudes, et à partager et ses compétences et à aider les autres à découvrir par eux-mêmes. Quand se pose une question, et quelle peut être la réponse, quelle peut être l'information pertinente ou non abusive. Merci, Nixon. Je pose avant la dernière question. C'est vrai que je ne connais pas trop bien le paysage des bibliothèques, surtout les bibliothèques de lecture publique ou bien communautaires au Sénégal. Mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment trop grande différence entre la nôtre et celle du Sénégal en question. Maintenant, si on envisage vraiment d'encourager un projet de partenariat entre les bibliothèques et les municipalités, et ainsi que les autres acteurs importants dans les communautés, comme les écoles, les églises, les autres institutions vraiment importantes qui jouent un rôle fondamental dans
dans la manière dont ces institutions-là peuvent ou bien façonner les mentalités, peuvent influencer les gens à un niveau ou à un autre, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation, ou je ne sais pas. Maintenant, si on doit envisager à ce niveau un projet de partenariat pour stimuler vraiment les gens à avoir une attitude responsable vis-à-vis des membres de la communauté pour mettre à leur disposition les informations comme il faut, les bonnes informations. Est-ce que les jeunes qui doivent s'engager à un niveau doivent privilégier ou bien prioriser davantage l'aspect plaidoyer? Parce que le problème qui se pose, c'est que quand on vient avec un projet de partenariat ou bien un projet quelconque, la première raison qui fait que les gens sont très réticents, c'est parce qu'à un niveau, on est dépourvu de ressources, surtout de ressources financières. Donc, ils pensent que vraiment, bon, voilà, il y a encore ces projets, on n'a pas de ressources, donc du coup, ça devient difficile. Quand on n'a pas de ressources, alors que le besoin est déterminant et on est appelé à offrir un service de renseignement, un service d'information. Donc, c'est fondamental pour nous de développer des partenariats. Maintenant, est-ce qu'on peut privilégier dans un premier temps l'aspect plaidoyer dans le cadre d'un partenariat qu'on envisage ou bien de développer, mais qu'on encourage entre les bibliothèques et les autres parties prenantes de la communauté, ou bien est-ce que le mieux serait de s'assurer de renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles en cherchant dans un premier temps à se doter des moyens financiers importants pour que les autres puissent voir un peu la nécessité de collaborer avec nous parce qu'en étant mieux organisé, on peut inspirer beaucoup plus de confiance. Oui, oui. Oui, Nixon, Antonin, je ne sais pas si vous m'aviez écouté. Ah ben, je commence. Oui, oui. Bon, et je dirais qu'il faudrait, bon, je mettrai l'accent sur la force de l'exemple. Maintenant, du moment que la bibliothèque démontre, en tout cas, à un niveau ou à un autre, sa pertinence sociale, à partir d'un certain moment, sa plaidoyer va être renforcé, va être approprié par les acteurs de la communauté. C'est-à-dire que la communauté va être un relais pour que le projet se développe un peu plus. Donc, l'idée, tout simplement, c'est que le bibliothécaire en tant que tel, bien formé, aussi bien formé qu'il soit, c'est difficile qu'il supporte à lui seul un plaidoyer. Déjà, le bibliothécaire n'a pas toujours toute l'indépendance et pour ça, et puis pas toujours les réseaux non plus, etc. Parce que fondamentalement, en matière de plaidoyer, et disons, la parole ne porte pas loin quand on se contente de dire ce qu'on a à dire et qu'on n'a pas un bon carnet, etc. Et en retour, quand le plaidoyer est approprié par la communauté, ça veut dire quoi? Que cette communauté-là qui peut intéresser des bailleurs, etc., des organisations et de toutes sortes, etc., eh bien, indirectement et même directement, la bibliothèque peut attirer l'attention de ces instances grâce au soutien de la communauté. Mais fondamentalement, il faut qu'elle prêche d'exemple, il faut qu'elle démontre, même au niveau le plus minime, sa pertinence sociale. Merci beaucoup. Antonin, tout à l'heure, tu as levé la main. Oui, c'est effectivement ce que vient de dire Nixon. Hein. C'est-à-dire, on ne part pas ex nihilo en portant un projet. Il faut toujours s'adosser à une communauté, ça peut être une association, ça peut être un corps socio-professionnel.
et surtout aussi identifier des champions. C'est-à-dire, les champions, c'est qui? Par exemple, partant de la communauté, il y a toujours des porteurs d'opinion, on dit, c'est-à-dire des porteurs de voix. Ça peut être l'évêque du quartier ou voilà, le prêtre du quartier, ça peut être le président de l'association des jeunes, voilà, des groupes comme ça, le président de l'association sportive. Bon, il y a plein de mécanismes qu'on peut activer à ce niveau. Et au niveau maintenant des gouvernants aussi, choisir toujours quelqu'un parmi ces élus-là, donc qu'on pense pouvoir être un représentant digne qui pourra plaider la cause à ce niveau. Et partant de là, je parlais tout à l'heure de toute la possibilité offerte actuellement d'un point de vue disponibilité de ressources, pas forcément financières, hein, mais matérielles, et même des ressources humaines. Je vais partir d'un exemple. Effectivement, comme l'a dit Nixon, le meilleur plaidoyer, c'est le prototype. C'est-à-dire, moi, quand je veux mettre en place une bibliothèque, par exemple, ou bien je veux installer voilà, une nouvelle fonctionnalité dans mon service et tout, je me donne les moyens de toujours avoir un modèle qui est déjà prêt. Et ce modèle-là va répondre à la question dont a fait Nixon tout à l'heure. Quelle est l'utilité de ce que tu veux faire? Quelle est la portée? Qu'est-ce qu'on y gagne socialement, culturellement, politiquement, économiquement? En répondant à ces questions, tu facilites la possibilité d'être soutenu financièrement, matériellement par d'autres partenaires. Et donc, partant de là, je prends l'exemple, par exemple, de monter une bibliothèque dans un quartier. Bon, je suis jeune bibliothécaire, je viens de sortir de l'EBAD. L'EBAD, c'est l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar, qui nous a formés, tous. Et donc, je ne trouve pas d'emploi, parce que l'emploi n'est pas garanti au niveau étatique, au niveau tout. Donc, je veux aider mon quartier à avoir une bibliothèque, et à partant de là, moi-même, avoir un moyen d'exercice de ma profession. Donc, je parle de la communauté, donc avec les personnes, les porteurs de voix que je connais. Mais aussi, j'essaie de voir parmi les professionnels du pays, des gens sur qui je peux compter. Ils peuvent, par exemple, m'aider à conceptualiser donc, le projet, peut-être même à trouver quelques documents qui pourront faire objet de prototypes. Essayer de voir dans mon entourage des étudiants en informatique, donc des développeurs qui ne sont pas forcément des informaticiens accomplis, mais qui sont en dernière année ou en maîtrise, en master d'informatique, pour essayer de voir comment installer par exemple un prototype sur ma machine locale, par exemple. Donc, il y a plein de logiciels libres pour gérer une bibliothèque. Et partant de là, donc j'essaie de cataloguer 10 ou 15 livres, en me basant surtout aussi sur des mémoires ou des thèses ou des études de recherche qui concernent la localité. Et quand je vais porter ce projet-là, quand on parlait de prototype, c'était ça en fait. Donc, amener ce prototype-là avec soi et demander juste 10 minutes pour exposer en fait ce que peut être ce projet. Et partant de là, si je venais avec 0% de possibilité d'être reconnu, je peux sortir avec 25 ou 30% parce que je serais arrivé à convaincre ou bien à intéresser un minimum de gens. Et je pense que c'est cette approche-là qu'il faut mettre en avant, une approche graduelle, c'est-à-dire en partant step by step. Donc, ne pas forcer les portes, parce que les portes, quand on les force, soit elles se gâtent, ou bien elles sont plus utilisables, ou bien même on se casse la tête, ou je ne veux pas utiliser le terme, quoi. Donc, il faut cette approche graduelle-là. Donc, je pense que Nixon aussi l'a bien expliqué dans son intervention de tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Antonin. Merci beaucoup, Nixon Calixte. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce panel. J'aurais bien aimé pouvoir rester, je ne sais pas, jusqu'à la fin de l'année. Mais comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. J'espère que les jeunes vont bien profiter de cette présentation parce qu'à la fin, on va partager le lien YouTube ainsi que la bande audio de cette présentation sur les groupes WhatsApp des 9 communes qui regroupent pratiquement près de 250 participants. Comme ça, ils pourront tranquillement revoir l'intégralité de la présentation et à partir du lien que tu as partagé, je vais m'assurer de le reprendre pour l'intégrer dans la publication que je vais faire sur les groupes afin que les jeunes, Antonin, puissent interagir avec toi sur, en général, ce qu'ils ont retenu de ta présentation.
Donc, merci beaucoup, Nixon. Vraiment, ta présentation a été extraordinaire. Je ne sais pas s'il est possible, mais j'aurais bien aimé que tu puisses partager avec nous tes notes. Comme ça, je peux aussi m'assurer de les partager aussi aux participants. Comme ça, Sans ils problème. pourront, à leur niveau, justement, revoir ta présentation un peu plus tranquillement. Je ne sais pas si au moins en moins de 60 secondes, chacun d'entre vous a un dernier mot à placer. Sinon, personnellement, j'ai été très ravi de partager ce panel avec vous, de vous écouter. Cette causerie a été personnellement pour moi très enrichissante. Je l'espère aussi pour tous les participants du programme. J'aurais bien aimé que vous placiez un dernier mot afin que l'on puisse mettre un terme à ce panel. Sinon que déjà, je dis à tout le monde, rendez-vous cet après-midi à 4 heures pour le panel de clôture sur le leadership et le développement organisationnel. Vraiment, merci beaucoup. Antonin et Nixon, juste un dernier mot. Nixon? Eh bien, je dirais au groupe à plus tard parce que le leadership, c'est une composante importante de l'action que doit mener le bibliothécaire parce que la bibliothèque responsable et le bibliothèque et de même nom, eh bien, ils savent que tout ne repose pas sur la technicité, sur nos techniques, nos recettes professionnelles, qu'il faut de l'imagination et qu'il faut démontrer bien des aptitudes. Merci. Antonin? Comme disait Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Donc, je rebondis sur ce que Nixon disait. Moi, personnellement, je suis très ravi d'avoir participé à ce formidable format d'échange. Jimmy, tu es venu de très loin me chercher, 6000 km. C'était pas... C'est quelque chose qui me touche droit au cœur. J'espère que j'ai été à la hauteur de ce qu'il était attendu de moi, sachant que nous tous, on est là pour apprendre. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, moi aussi. Félicitations à Nixon. Franchement, je pense que c'est un début de collaboration entre lui et moi parce que apparemment, on partage les mêmes visions d'un point de vue professionnel et même académique. Et ce sera un plaisir de continuer donc, à discuter, à échanger avec lui et à se rencontrer un jour peut-être lors de pérégrinations internationales, sachant qu'il y a un spécialiste qui est là, Jimmy, de l'internationalisation. Et vraiment, ce fut un plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Allez, bye.